Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse, voir l'actualité parue ce matin. Justement, à propos, le quotidien La Nouvelle Expression consacre sa une aux droits de l'homme. Armés et séparatistes accusés. Dans son dernier rapport publié sur son site, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch affirme que tout au long de l'année 2019, les groupes armés et les forces gouvernementales ont commis de graves atteintes aux droits des humains au Cameroun. Le journal en fait d'ailleurs illustration dans ses colonnes. Et puis le journal parle aussi de la tragédie de Colbison, le communiqué révélateur du ministre. Il faudra comprendre pourquoi un enseignant nouvellement sorti de l'école est assassiné en plein cours dans un lycée de Yaoundé alors qu'il est affecté dans le Noun. Le journal parle aussi de l'histoire. Ernest Ouandié, l'histoire du train de la mort, la tragédie de 1962 est racontée par le leader nationaliste de l'UPC, Ernest Ouandié, et ainsi que l'un de ses bourreaux de l'époque de triste réputation, Jean Fauchivé, qui était à l'époque directeur de ce qui est devenu aujourd'hui la DGRE. Et puis le journal parle de la CAN 2021, encore des zones d'ombre. Le président de la CAF a confirmé que l'organisation sera camerounaise, mais un voile statutaire continue de couvrir le dossier administratif. Le journal indiquant que c'est le comité exécutif qui a qualité pour confirmer si le Cameroun organisera ou pas la CAN 2021. S'achemine-t-on vers un autre glissement? C'est la question qui se pose au moment où le Cameroun est pris dans l'étau des délais, comme l'écrit d'ailleurs le quotidien Le Messager qui te dit que ramené au mois de janvier, la compétition est à l'épreuve donc des chantiers non livrés, notamment avec la question des voies d'accès. Et toujours en une du quotidien Le Messager, le journal parle des élections municipales législatives du 9 février 2020. Le RDPC manœuvre pour le boycott selon le journal. Et l'honorable Jean-Michel Nitieux, président régional du SDF, et Théophile Kwamdan, cadre du Social Democratic Front et maire de la commune de Douala 3e. Il dénonce l'attentisme des forces de maintien de l'ordre qui n'ont pas interrompu un cadre du MRC qui fait la promotion du boycott, et on l'a laissé faire. Et le journal indiquait que pour l'honorable Jean-Michel Nitieux, tout cela va à l'avantage du RDPC qui devrait remporter le scrutin sans trop se salir, écrit le journal. Et puis le journal parle aussi, pour finir, le journal évidemment parle du budget d'investissement public, le journal des projets de la région de l'Ouest publié dans le quotidien Le Messager. Et puis, allons avec le quotidien Mutation qui parle du drame de Colbison, l'âme du crime. Le journal indique que la communauté éducative, le gouvernement en premier, en est brutalement rattrapé par ses défaillances. Et puis, le journal évoque les contradictions du gouvernement sur le code de la décentralisation. CAN 2021, la pression remonte sur le Cameroun avec cette visite du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Le quotidien Le Jour met en sa une violence dans les écoles. Comment en est-on arrivé là? Lire l'analyse du journal qui est d'ailleurs revenu sur le jour d'après au lycée classique de Colbison à la suite de ce drame qui est survenu dans cet établissement. CAN 2021, titre Cameroun Tribune, ce sera du 9 au janvier au 6 février. Les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ont ainsi été dévoilées par le président de la Confédération africaine de football dans un communiqué signé d'Anthony Bafoué, l'ancien international ghanéen. Et puis, le journal indépendant qui revient encore sur la CAN 2021, la pression de la CAF sur le Cameroun. Arrivé au Cameroun, à la suite d'un certain nombre de réunions tenues, jusqu'ici, le Cameroun n'est toujours pas encore sûr et certain d'organiser la CAN 2021. Et puis le journal Tribune d'Afrique, il faut le préciser, qui parle de la couverture santé universelle. Le projet MUSA construira un hôpital à Kousséri. Sylvestre Dialima, le chef de ce projet, a présidé mardi 14 janvier 2020 à Yaoundé la cérémonie d'attribution du marché de construction de cet hôpital à une société tchadienne à hauteur de 3 570 millions de francs CFA, une bouffée d'oxygène pour le secteur de la santé au Cameroun, écrit le journal de Faustin Dikam. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse ce matin. Allons tout de suite avec nos invités en plateau ce matin. Camille Nélé, le doyen, il est là. Bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, l'actualité qui vous a marqué pour ce jour. Bonjour Jean-Paul Chinette, bonjour Guy Fongan, bonjour aux téléspectateurs
d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial à monsieur et madame Mapa, à Courbevoie à Paris, qui regardent la revue des grandes une avec beaucoup d'intérêt chaque matin. L'actualité qui m'a marqué, vous savez, la presse est tellement foisonne de tellement d'informations, mais par contre, il y a une qui m'intéresse au plus haut point. Ce sont les vœux qui vont être faits ce matin du côté de Yaoundé, dans les installations de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. En effet, M. Peter Mafani Moussongé reçoit ses vœux ce matin, et c'est l'occasion est donnée pour que les Camerounais en sache un peu plus sur les activités de cette commission créée il y a 2 ans par le président de la République, qui s'est énormément investi sur le terrain, mais dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les journaux. Moi, je pense que c'est un événement très très important aujourd'hui, et certainement dans les jours à venir, cette commission, à travers la voix de son président, va nous dire un peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle projette de faire, surtout au moment où cette crise est en train de prendre une forme assez spéciale. Camille, les mêmes si on semble ne pas beaucoup voir de façon concrète ce que fait la commission du multiculturalisme du bilinguisme. C'est pour cela qu'on attend la suite. Ils sont équipés avec de gros véhicules. On se rappelle qu'un journal avait d'ailleurs titré là-dessus. Guy Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, la Voix de l'Ouest, bonjour au doyen Camille Nélé, bonjour aux milliers de personnes qui prennent du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives, c'est important de le rappeler, qui paraissent chez nous au Cameroun. Alors moi j'étais marqué spécialement ces dernières heures par la sortie du ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Iyonga. Je suis écœuré par cette incapacité d'un ministre à faire preuve d'empathie. Moi, j'ai été personnellement choqué de remarquer que dans sa sortie, par exemple, elle fait remarquer que l'enseignant qui a été poignardé au lycée de Colbison était affecté à l'Ouest et que, en théorie, de manière subtile, c'est l'un des sujets majeurs. De manière subtile, elle semble nous dire qu'il n'aurait pas dû se retrouver là. Donc, je pense que c'est un propos de nature à engendrer la frustration et à radicaliser davantage les enseignants. Quand on sait que la plupart de ceux-là sortent de l'école normale, ils attendent 2, 3, 4, 5 ans pour certains avant d'avoir leur premier salaire. Et dans ce type de rappel était totalement discourtois et maladroit et n'apportait rien à l'information principale. Donc cette incapacité à faire preuve d'empathie, moi personnellement heurté, et c'est de nature à davantage à on avait d'ailleurs dénoncé cela lors du drame de Deido. Voilà, donc il n'était pas utile qu'elle apporte ce type de mensonge. Ça a été très maladroit et à la limite injuste, et c'est de nature à doper la frustration de ces gars qui sortent de l'école normale et qui pour la plupart attendent 2, 3, 4, 5 ans, voire plus pour certains, pour avoir leur premier salaire. Je pense que c'est totalement inhumain, c'est cette attitude d'un responsable de ce niveau. Camille Nélé, c'était d'ailleurs le premier sujet de cette édition de la revue des grandes unes. Est-ce que cette sortie du ministre qui a tenu à rappeler que l'enseignant était affecté dans l'Ouest et s'est retrouvé en Colbison, est-ce à dire que aujourd'hui, lorsque vous êtes infecté dans un établissement, vous devez rejoindre votre poste d'affectation, même si vous n'avez pas les moyens de survivre, comme semble le dire le communiqué du ministre, l'enseignant Johnny Tchakounte était au mauvais endroit et au mauvais moment? Mais disons que c'est les jours à venir qui nous en diront un peu plus long sur les raisons pour lesquelles ce jeune enseignant était à Yaoundé plutôt que d'être du côté du département du Noun. Il est sorti de l'école normale, ça ne fait même pas 1 an. Oui, il faudrait bien qu'on comprenne pourquoi il n'avait pas encore pris poste. Mais Guy Hervé Fongan l'a dit. Les raisons sont connues, Camille Nélé. On sait les réalités, on les connaît. Guy Hervé Fongan l'a spécifié de manière forte en disant que c'est certainement parce qu'il fallait bien qu'il fasse face à cette réalité des jeunes enseignants fraîchement diplômés qui n'arrivent toujours pas à mettre le pied à l'étrier parce que bon. Maintenant, le drame a été commis, le drame s'est produit, les faits sont là, et le ministre a
il faut le dire. Et beaucoup je pense que la ministre a été un peu maladroite en ramenant cette situation alors que ce n'était pas le nécessaire. Ni le lieu, ni le moment. Mais bon, l'huile est déjà versée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'huile se verse, on ne ramasse plus. Mais toujours à titre que la situation de cet enseignant, au-delà des circonstances de ce drame, la situation de cet enseignant est en train de soulever moult difficultés que rencontrent justement ces jeunes enseignants, ces jeunes qui sortent des écoles, qui veulent enseigner, qui veulent absolument dispenser le savoir. Et survivre aussi. Hein. Bien entendu. Comment expliquer que ça traîne? Pourquoi ne pas prendre ça le plus rapidement possible, comme on le fait avec les militaires, avec les policiers Ce sont ces lenteurs de l'administration, ce sont les conséquences d'une gouvernance qui n'est pas suffisamment réactive, qui n'est pas suffisamment diligente, qui ne tient pas compte des réalités du terrain, parce que le fonctionnaire qui est à Yaoundé, qui est là pour suivre la situation des enseignants, lui, il s'en fout. Il arrive à son bureau quand il veut, il en repart quand il veut, alors que l'autre qui est sur le terrain veut travailler, est en train de travailler. Il faut absolument qu'il vive et qu'il survive, mais malheureusement, les deux pôles ne sont pas d'accord. C'est pour cela que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. C'est pour cela qu'on se retrouve dans cette situation où, effectivement, la mauvaise gouvernance au niveau de l'administration est l'une des causes directes de ce genre de drame. Gervais Fongang, sur ce sujet, il y a le journal a par exemple donné la parole à un psychologue qui indique clairement que cette montée en puissance de la criminalité, de la violence dans nos établissements scolaires est due à la démission des parents dans leur rôle et effectivement aussi aux conditions de vie qui sont devenues très compliquées où les parents doivent plus se battre à trouver le pain quotidien et conclusion, les enfants sont sacrifiés. Non, disons qu'on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. On va rappeler de manière suffisamment forte que la première agence de socialisation, ça reste la famille. C'est-à-dire que c'est au sein de la famille qui est la première agence où on socialise l'enfant, où l'enfant acquiert les premières valeurs, les premières valeurs et comment se tenir les premières valeurs morales et comment se tenir en société et donc il est évident que quelque part aussi c'est un échec de cette socialisation là qui malheureusement n'a pas réussi parce que moi les images de ce garnement que j'ai vu à la télé, vous voyez un bonhomme qui a un regard hagard, il est totalement dans les nuages. Il a une attitude qui frise le mépris. On a l'impression qu'il nargue même les autorités. Vous voyez, tout de suite là, à première vue, on a le sentiment qu'on a affaire à quelqu'un qui est encore sous l'effet de certains stupéfiants. Que peut-être dans quelques jours, qui reviendra à la réalité. Et que, oui, un mec, il n'a pas l'impression d'un mec qui regrette son acte. Parce qu'il a encore, ça se voit bien qu'il est encore sous l'effet des stupéfiants. Il n'a pas l'air de regretter son acte. Peut-être avoir la tête baissée, voilà, en signe de regret. Par exemple, peut-être c'est dans quelques jours, quand les faits seront estompés, qu'il va redescendre sur terre. Par contre, on ne va pas tourner autour du pot pour dire que un des gros problèmes aussi, c'est cette chosification de l'enseignant qu'on fait dans notre environnement ici au Cameroun. Beaucoup de faits en montrent d'ailleurs. Il y a une véritable chosification de l'enseignant qui n'est plus acceptable. Parce que ce qui s'est passé en Colbison, c'est un crime contre l'enseignement, un crime contre l'éducation qu'il faut dénoncer de la manière la plus brutale. On a réussi dans notre environnement à stratifier notre société en faisant croire qu'il y a des super écoles et des super Camerounais. Voyez-vous, vous avez des étudiants qui sortent des gens qui entrent à l'école, à l'ENAM, qui sont déjà payés pendant qu'ils sont à l'école, ils sont déjà payés alors qu'ils sont encore élèves à l'ENAM. Donc il n'est pas rationnel que la famille se saigne. Un enfant qui est allé jusqu'au bac, on s'est battu, on l'envoie à Yaoundé, on a forcément pris une chambre, quelque part en Guakelé ou aux alentours. Il a passé 3-4 ans pour certains. Et il sort de l'école. Il n'est pas encore pris en charge. Il sort de l'école, il n'est pas encore. Pendant que sa petite maman, débrouillarde de son état, espère que son fils pourra déjà au moins commencer à se prendre en charge lui-même, en espérant que plus tard ce sera ses frères et sœurs. Mais il est obligé d'attendre encore plusieurs années pour avoir le matricule et recevoir le premier salaire. Je pense que cette injustice
doit être rapidement corrigé. Par rapport aux autres écoles. Par rapport aux autres écoles. On ne peut pas continuer à chosifier les enseignants de cette manière-là. C'est totalement inacceptable. Et puis j'aime à rappeler, quoi qu'on dise, que la accumulation de frustration et de carburant de la révolte. Et ces propos du ministre est de nature à doper cette frustration-là que vivent de nombreux enseignants qui sortent à peine de l'école, qui attendent beaucoup d'années pour avoir une matricule et avoir une promesse. Entre-temps, ils vivent comment? Ils vivent de quoi? Ils font quoi? Est-ce que c'est une manière de dire... Pour tenir au quotidien. Donc cette bureaucratie lourde et tatillonne doit s'arrêter. On doit régulariser au plus tôt ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Guy Hervé Fongan, est-ce que cette Camille Nélé, est-ce que cette sortie de Madame le ministre qui précise que l'enseignant était affecté dans l'Ouest et il s'est retrouvé à Yaoundé, est-ce que ce n'est pas des natures à faire aussi peur aux autres enseignants qui sont affectés dans des contrées où ils ne peuvent pas y aller ou se prendre en charge, qui font des vocations? Est-ce que ça ne peut pas créer aussi un certain type de psychose? Les effets de ces déclarations peuvent se surmultiplier à l'infini. Donc moi je pense que ce n'est pas cette sortie, d'ailleurs, je le répète, assez malheureuse et assez maladroite, qui peut être là pour atténuer la douleur et expliquer ce qui s'est passé. Parce que ce genre de situation, ce qui est arrivé là, relève de l'inexplicable. Mais moi, je rebondis avec la question que vous avez posée à Guy Hervé Fongan, la responsabilité de tout ce qui arrive. Il faut d'abord commencer par comprendre que notre monde aujourd'hui, notre monde actuel, on aura beau faire toutes sortes. Je rappelle que vous avez accordé une interview fleuve hier à la Nouvelle Expression sur ce sujet. Sur la responsabilité des parents. Dans l'éducation et dans la morale des enfants. Mais avant d'en arriver là, je vais dire que nous vivons dans un monde extrêmement violent. Tout est violent chaque jour. Même les jouets que nous donnons à nos enfants, c'est de la violence. C'est des pistolets, c'est des mitrailleuses, c'est des tanks. Les jouets les jeux vidéo que les enfants commencent à utiliser dès l'âge de 4, 5, 6 ans, c'est des robots qui sont en train de lutter contre des chars, contre des aliens. Non, tout est violence. L'enfant à la télévision, ce ne sont que des films de violence américaine. Bon, quand vous regardez même les téléphones que nous donnons aux enfants aujourd'hui, un enfant de 13, 14, 15 ans a un téléphone ouvert sur Internet où il a la possibilité d'accéder à toutes sortes de sites aussi bien violents que pornographiques. L'enfant est essentiellement confronté à la violence. Et quand son père lui met un écran dans sa chambre, c'est pour que la nuit, il regarde toutes sortes de films XXL. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un environnement non seulement violent, mais dans lequel les parents ne contrôlent pas, n'arrivent pas à contrôler. Et quand on ne dit pas que les parents n'arrivent pas à contrôler leurs enfants parce qu'ils sont en train de courir après le quotidien, non. Je pense qu'il y a une sorte un relâchement au niveau de la prise en main de l'éducation des enfants. Et l'éducation, telle que je l'ai dit dans l'interview de la Nouvelle Expression, commence d'abord par la maison, par le parent qui donne des interdits à son enfant, qui lui dit, quand on se lève le matin, on dit bonjour, on s'assoit comme sa table. On dit... Les valeurs morales. On ne fait pas cela, on ne va pas se promener chez les gens la nuit. On ne rentre pas ici après 19h. Chez nous, il était impensable qu'un enfant à 19h soit dehors. Mais les enfants... À 1h du matin, vous les voyez dans les agences de voyage en train de vendre? À 16, 17 ans, non, moi je ne parle même pas de ceux qui sont en train de vendre, parce que ça c'est la précarité. Moi je pense ceux qui sont dans un environnement, disons, moyen, normal. Vous n'allez pas, un enfant de 16 ans, vous le trouvez dehors ou dans un stack à 20h, 21h, 22h, alors qu'il doit aller à l'école demain matin. Et quand il rentre à la maison, à 2h du matin, son père ne lui demande pas parce qu'il a sa clé. Le père dort, la mère dort, mais lui il rentre. Donc, il y a un problème même de prise en main de nos enfants par les parents qui doivent tout faire maintenant pour comprendre avec ce qui est aujourd'hui et surtout avec ce dernier élément qui est entré en force dans la vie de nos enfants, la drogue à l'école. Les enfants commencent à prendre la drogue à 12 ans, 13 ans, le tramol, le tramadol et toutes sortes de produits psychotropes que ces enfants-là commencent à consommer très tôt et qui changent complètement leur personnalité. Regardez, quand deux enfants sont en train de s'engueuler, vous allez voir un qui va se tourner, il va aller chercher un bâton. L'autre va lui dire, ah bon, tu sais le matériel, moi aussi je vais prendre le matériel. Ils appellent ça le matériel. Un enfant est prêt à prendre n'importe quoi pour aller taper sur son ami sans penser aux conséquences. Donc aujourd'hui, il y a un problème de resocialisation des enfants. Et là maintenant, si cette démarche n'est pas très très bien accomplie à la maison, l'école aussi a le devoir de continuer. Avec la mauvaise compagnie. À notre époque, le premier cours que nous avions à l'école, c'était la morale. La morale. Ensuite, c'était l'éducation civique. Cours qui a malheureusement disparu.
qui ont malheureusement disparu. Ce qui fait qu'un enfant, vous trouvez un enfant qui est insolent, qui répond n'importe comment à son professeur, qui toise même son professeur, ça ne pourrait pas arriver. Moi, j'ai vu un enseignant qui a dit qu'il faut remettre la bastonnette dans l'école. Moi, je pense qu'il faudrait revenir en cela, même si on va dire que c'est barbare. Mais moi, je pense qu'il y a plus suffisamment d'autorité. L'enseignant n'a plus tellement d'autorité sur l'enfant qui lui compte, un, sur la situation de son père, professionnel de son père, deux, sur le fait que lui, il se fout pas mal du professeur, il vient à l'école et puis qu'on lui fiche la paix, et surtout maintenant sur le moral des enfants. Donc moi je pense qu'il y a Il est sûr que dans un bric-à-brac, lorsqu'il aura obtenu son bac, il rentrera à l'ENAM ou à l'EMIA. Guy Hervé Fongan, justement sur le retour du fouet, on voit cet enseignant du lycée de Deido qui appelle de tous ses voeux qu'il faudrait que le fouet retourne à l'école, mais on se rappelle qu'il y a quelques enseignants qui ont subi la pire humiliation de leur carrière et même de leur vie. Vous vous rappelez cette enseignante qui a été bastonnée par un militaire au garage du camp militaire à Bafoussam, cet enseignant à Ngaoundéré qui a été, dont le sous-préfet a fait asseoir à même le sol devant l'élève qu'il avait sanctionné et le parent. Non, je pense que ça c'est justement l'image la plus traumatisante. Qu'un sous-préfet fasse asseoir un enseignant. Non, je crois que c'est à genoux. Assis à même le sol, devant son élève. Donc, je pense que c'est la pire émulation qu'on puisse faire à un enseignant. Non, je pense qu'il faut restaurer à l'enseignant sa dignité. Son autorité et sa dignité. Les deux vont ensemble. Son autorité et sa dignité, ça passe aussi par les conditions qu'il faut créer pour que l'enseignant puisse vivre décemment. Parce que tu as fait quand même depuis plusieurs années, quoi, la dernière évaluation, où le salaire a été divisé par 3, par 4. Et aujourd'hui, les enseignants vivent dans une précarité, dans un misérabilisme déconcertant. Ce n'est pas sûr. Vous imaginez qui peut pas, un enseignant qui est obligé d'aller au lycée ou au collège à pied, alors que l'élève le traverse en route, c'est pas moi, en moto ou en voiture. Quel type de regard l'élève a sur l'enseignant. Il y a ce côté... Et le parent qui ne lui fait pas comprendre qu'attention, c'est ton formateur, tu dois avoir un minimum de considération pour lui. Donc, ce type de précarité n'est pas malheureusement de nature à permettre à ce que l'élève ait un regard j'allais dire, un regard différent vis-à-vis de son enseignant. Nous, à notre époque, à la limite, on déifiait notre... Le maître était, le maître était un dieu. Le maître était un dieu. Il suffisait que vous passiez dans un carrefour, que le maître est aperçu à distance, que vous changez de direction, parce que vous ne voulez pas croiser le maître en route, parce que le maître il avait cette peur du maître. Et on se rappelle que parfois, lorsque vous étiez coupable d'un mauvais comportement, le parent, c'est votre parent qui vous amenait à l'école et qui vous fouettait dans votre classe, devant votre enseignant. Non, il faut que le fouet revienne. Mais maintenant, avec des... Je vais dire que... En évitant qu'il y ait aussi des abus. Oui, des abus, des débordements. Parce qu'il y en a qui vont crier à la violation des droits de l'enfant. Mais est-ce que finalement... Il faut ramener, parce que je suis ceux qui pensent comme Hitler, qu'il y a des choses qu'on ne peut imposer que par la force. La force. Vraiment pas la force. Il faut ramener le fouet, mais pas de manière sauvage. Sauvage et barbare. Il faut ramener le fouet. Il y a des enfants qu'il faut discipliner par le fouet. Mais Camille Nélé, il faut aussi indiquer que aujourd'hui même la qualité de la formation des enseignants pose aussi problème. Il y a, quand on connaît les mesures ou alors les mécanismes qu'on utilise pour faire le recrutement dans nos écoles normales, est-ce qu'au fond finalement, si on fait revenir le fouet, il n'y a pas aussi risque que certains enseignants qui, espacez-moi le mot, qui sont mal formés, en viennent à exagérer aussi? Tout est possible. Quand vous évoquez la mauvaise formation de certains enseignants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des personnes dans ce pays qui, faute d'intelligence ou faute de compétences, ont trouvé toutes sortes de subterfuges pour obtenir la possibilité d'avoir des moyens ou des références pour pouvoir exercer. Contre ces personnes-là, moi je pense que c'est le temps qui va se permettre de les sanctionner et de faire comprendre que ces personnes-là ne valent rien. Mais moi je dis que ne faisons pas le procès des enseignants aujourd'hui pour savoir si certains peuvent être bons, si d'autres ne peuvent pas être bons. Mais il faut plutôt ouvrir et élargir le débat sur effectivement le retour de l'autorité de l'enseignant, sur le retour du respect. Une meilleure organisation de la communauté éducative. Absolument. Alors, on sort de ce sujet. Guy Hervé Fongan, il y a
le président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui vient de séjourner au Cameroun. Officiellement, il a déclaré que le Cameroun abritera la CAN du 6 et du 6 janvier jusqu'en février. Mais, d'après l'article de la Nouvelle Expression, c'est un accord à demi-mot, puisqu'il faudrait que le comité exécutif de la CAF se prononce. C'est elle qui a qualité, c'est lui qui a qualité pour octroyer une CAN. Est-ce que finalement, on ne semble pas un peu se mentir à nous-mêmes quand on sait qu'il y a une certaine pression pour la finition des chantiers et en même temps cette pression qui monte? Non, ça, je dis que la sortie du président de la CAF m'inspire deux commentaires. Donc je voudrais observer deux choses. La première, pour dire que on a la chance, heureusement, qu'il y a le CHAN qui arrive dans à peu près un mois et demi. Et donc, ça va être au moins là, on sait un test grandeur nature. Donc, c'est un excellent galop d'essai qui permettra de rôder tous nos stades et de voir ce qu'on est capable de faire. Au moins, si le CHAN est maintenu, ça veut dire que il n'y a pas de risque de glissement pour la prochaine CAN qui arrive. Au moins, là, on peut être rassuré de ce qu'il y aura. Il y aura la CAN 2021. Il y aura la CAN parce qu'au moins le CHAN est déjà acquis. Donc, ça permettra de rôder tous les stades et voir ce qu'on peut faire. La deuxième chose que la deuxième chose que ça m'inspire comme commentaire, c'est que ça tombe bizarrement à une forte période où, peut-être de janvier à février, c'est une période où la Champions League bat son plein. La Champions League européenne. Européenne bat son plein. Ça veut dire que, malheureusement, on n'a plus que des joueurs de seconde, de troisième zone qui ne jouent nulle part. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance pour nous. Mais en réalité, si on avait des joueurs de haut vol, il serait difficile de les avoir pendant cette période. Et d'autres pays africains auront ce type de problème. Moi, je pense, regarde, si j'imagine, comme le Sénégal, Sadio Mané, je pense, l'Égypte, etc. Si les gars sont engagés en Champions League, il leur sera difficile d'être libérés pour la CAN. Donc voilà un problème qu'il va falloir gérer après. Et donc, en espérant que d'ici un an aussi, on n'aura pas des joueurs à la Choupo-Moting qui jouent des mégots de match au PSG. Bref, on aura des joueurs compétitifs dans les vrais championnats qui seront. Donc voilà un problème qu'il va falloir qu'on règle et qui va être compliqué à contenir à ce moment précis. Je ne sais pas comment on va faire, mais il y a beaucoup de joueurs de qualité qui ne pourront pas apporter leur contribution à leur pays pour cette canon, ça va être compliqué. Camille, sur cette pression que l'on dit monter sur le Cameroun avec l'arrivée le séjour d'Ahmad Ahmad au Cameroun, la question des voies d'accès au stade, est-ce que pour vous, il n'y a aucun risque? Moi, je mesure d'abord le temps assez circonspect d'Ahmad Ahmad. Parce que si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, il a dit non, le Cameroun est prêt, nous allons assister. Il a dit non, la CAF va accompagner le Cameroun. Il a été très peu disert. Très peu disert, c'est-à-dire qu'il était circonspect. Non, la CAF va accompagner le Cameroun. Ça veut dire que tout ne baigne pas encore complètement dans l'huile et qu'on attend. Est-ce que ça s'est souvent fait que la CAF mette toute une commission pour accompagner un pays? Et effectivement, ça ne s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. La CAF même d'ailleurs n'a jamais même accordé un glissement à un pays et lui donné une seconde chance. Parce que normalement, face à l'incapacité du Cameroun d'organiser cette Coupe d'Afrique, le Cameroun aurait dû être sanctionné, aurait dû être condamné à payer une amende et on aurait même dû l'interdire d'organisation de compétition pour plusieurs années. Mais vous savez, la CAF a fait preuve d'une extraordinaire mansuétude où on a vu le président de la CAF se déplacer lui-même pour venir rencontrer le chef de l'État. Pourtant, on disait qu'Ahmad Ahmad en voulait à son prédécesseur. Alors qu'on voit le contraire aujourd'hui, on voit plutôt qu'il est en train de tenir le Cameroun par la main et d'accompagner le Cameroun. C'est pas très rassurant. Mais par contre, ce que j'ai retenu aussi, c'est aussi le langage aussi assez circonspect du vice-président de la CAF. Constant Oumari, qui a parlé de Bafoussam et qui a dit que la Bafoussam, il y a un problème des hôtels. Quand on sait qu'il y a un hôtel qui est du côté de Bana, à 80 km de Bafoussam, l'autre à Bangou, à 60 km de Bafoussam, et à l'intérieur de Bafoussam, il n'y a qu'un seul hôtel, et que le stade d'entraînement, et surtout qu'on a abandonné le projet de la construction d'un hôtel 5 étoiles, l'hôtel Ento, qui était à plein milieu de la ville, à 10 minutes de l'aéroport et à 5 minutes du stade. On a abandonné alors que le promoteur de cet hôtel, qui est construit déjà à 75%, avait été convié par la task force pour venir participer aux premières études. Aujourd'hui, fin de course, on a éliminé cet hôtel, on ne sait pas trop pourquoi. Et le vice-président de la CAF dit aujourd'hui qu'il y a un problème à Bafoussam avec non seulement... Il le dit avec beaucoup de diplomatie. Avec beaucoup de diplomatie, mais seulement c'est tout simplement pathétique quand il le dit, parce que Bafoussam est dans une situation assez compliquée au niveau de ses infrastructures. Non, mais je veux dire que il faut le dire avec toute la sévérité nécessaire. Il est totalement inadmissible que Bafoussam, qui est le chef-lieu
de la région, de l'Ouest, qui doit abriter la CAN, n'est pas d'hôtel. Je dis que c'est totalement... Que les hôtels se trouvent en périphérie. En périphérie, c'est totalement... À 80 c'est surréaliste. Est-ce que c'est pas une manière de refuser la CAN? Il faut le dénoncer avec la dernière énergie. Puis, autre chose qu'il faut également rappeler, c'est que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le projet qui nous avait été vendu, c'était des complexes et pas les stades. Et on était censé les avoir à la CAN 2019. La CAN est terminée. On connaît même le ballon d'or africain. Aucun complexe n'a jamais été livré. On est toujours sur la... On est encore au niveau des stades. On n'a pu livrer aucun complexe nulle part. Pour moi, c'était un complexe. Olymbe, c'était un complexe. Ce n'était pas qu'un stade. En tout cas, guerre et rien de tout ça n'a été prêt. Guerre nous ne faisons que... Et c'est totalement impardonnable. Nous ne faisons que tirer l'alerte. Nous tous, nous voulons que le Cameroun organise bien cette Coupe d'Afrique des Nations. Sortons donc par un brin d'histoire. Camille Nélé, le quotidien de la Nouvelle Expression, qui est revenu à l'occasion de la commémoration de la 49e commémoration de la mort de Ernest Ouandé, qui fut fusillé à Bafoussam un certain 15 janvier 1971, où le journal relate ici la fameuse tragédie du train de la mort de 1962. Camille, vous, certainement à cette époque, vous avez aussi suivi tout ce qui s'est dit sur le maquis. Comment on peut apprécier cette histoire du train où les gens ont été embarqués dans un train en marchandises, prenant le soin de le fermer hermétiquement? Jean-Paul Chouniat, l'histoire, ce n'est pas des contes et des légendes. L'histoire, ce n'est pas non plus de la romance. L'histoire, c'est des faits. Et les faits de l'histoire, on les relate de manière froide. L'histoire du train de la mort, l'auteur de cet article lui-même, au-delà de la version de Ernest Ouandé qui... il a aussi donné la version de Jean Fauchivet. Et c'est cette version qui est importante, dans la mesure où M. Jean Fauchivet, qui avait une très grande responsabilité au niveau des services de renseignement de la CEDOC, avait dit qu'il a fait une enquête, il a cherché à savoir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est les gendarmes français d'ailleurs, qui avaient la mission de convoyer les gens, les ont mis dans un wagon. Et maintenant, par peur justement des évasions, ils n'ont pas pris le soin de regarder si c'était suffisamment aéré. Et lui, la police avait fait une enquête à cette époque. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que ces gendarmes-là ont eu des problèmes par la suite. Ils ont été mutés, il y en a même qui sont passés devant des tribunaux et des conseils disciplinaires. Or, ce que nous, on veut retenir, ou ce que certains diseurs d'histoire veulent raconter aujourd'hui, c'est que c'était un programme organisé par le régime. Jean Fauchivet démontre très bien qu'il y a eu une enquête et que le président avait été fortement ému par cette situation. Donc, que l'on présente ce fait malheureux de l'histoire du Cameroun comme quelque chose qui était le fait du régime, moi je pense qu'il faut faire attention. D'autre part, pour revenir à Ernest Ouandé, les gens n'oublient certainement pas, peut-être pas que c'est après l'exécution de Ouandé qui avait été condamné par le tribunal militaire et exécuté en fonction du verdict de ce tribunal que le maquis a pris fin dans l'Ouest. Il faut le comprendre aussi. Donc, quand on veut raconter l'histoire, il faut s'en tenir aux faits et non faire de la légende ou non. Merci. Merci. Trois choses rapidement pour dire que les médias, nous avons une grosse responsabilité parce que j'ai l'impression, je vais reprendre à mon compte un des propos de Achille Bembe qui parle de la politique de l'oubli. On a l'impression qu'on n'a pas de mémoire. Notre histoire n'est pas enseignée. Ernest Ouandé et les Oumyombe et consorts ont été traités comme des maquisards. Je pense qu'il est urgent qu'on ait par exemple... Ce sont des nationalistes. Une chaîne comme Equinox, des programmes spécialisés qui vont nous rappeler notre propre histoire à nous. Il est totalement incongru car Douala, par exemple, on est un monument de Gaulle et qu'on est etc. C'est le combat d'Aliou Blaise et Sama. Il faut restaurer nos héros nationaux et que ce soit visible dans la rue. Et que l'histoire, la vraie histoire de nos héros soit enseignée. Merci, cher monsieur. Les médias spécialisés qui vont passer ce type d'information à la génération à venir. On aura certainement l'occasion. On aura l'occasion d'en parler demain, Camille. On est arrivé au terme de cette édition La Revue des Grandes Unes. Mesdames, messieurs, rendez-vous demain pour une autre édition.